Bienvenue sur Swansea, le podcast qui vous fait découvrir des initiatives positives et les projets impactants de notre génération, qu'on ait 18 à 29 ans. Nous sommes partis à la rencontre de nos sources d'inspiration et des vôtres aussi pour leur faire gagner de la visibilité, relayer leurs actions et vous motiver, vous aussi, à vous lancer. Bon épisode! Salut Dragan, on est ravis de te recevoir au micro de Swansea. Bonjour et merci à vous d'avoir fait le déplacement. Donc tu as fait une école de manga pendant 4 ans après le bac, créé une fresque à la ludothèque à la rive des Charentes pour un centre social, pour le Cognac Camus qui souhaitait communiquer sur leur nouvelle collection réaliser un manga, était cofondateur de l'association Le Petit Nému et qui permet donc aux jeunes du monde entier d'apprendre le dessin. C'est ça, c'est l'objectif. Dans tes souvenirs, quel est le premier dessin que tu as fait étant petit ? Déjà, j'ai commencé à dessiner depuis tout petit, vraiment. Avant d'apprendre à parler, je dessinais. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et je me souviens que quand j'étais petit, je dessinais des bateaux. J'adore les bateaux, les pirates, etc. C'est trop mon truc. Et du coup, je faisais plein de bateaux tout le temps. Et c'est un peu comme ça que j'ai appris la perspective, etc. À regarder des images de bateaux et à dessiner des bateaux. Donc ouais, c'est. Et pourquoi les bateaux en particulier ? Je sais pas, quand j'étais petit, j'étais fan de pirates. Faire des gros véhicules comme ça, les bateaux, c'est impressionnant. Enfin, quand on est petit, c'est intéressant à dessiner. Il y a plein de choses, les voiles, les pavillons, etc. Donc c'était un bon moteur d'apprentissage. Comment passe-t-on des dessins de bateaux au manga ? Au bout d'un moment, quand tu dessines, là, je commençais avec des bateaux, des trucs qui me plaisaient, mais je voulais dessiner de plus en plus de choses. Et forcément, quand on est intéressé par le dessin, on est intéressé par tout ce qui est la BD, le manga, par d'autres gens qui dessinent au final. Plus j'ai grandi, plus j'ai dessiné d'autres choses, plus je me suis dit putain, je veux raconter mes histoires aussi. Je commence par dessiner des Naruto et après on veut plus tard faire comme le mec qui a créé Naruto. Et t'es tombé comment dans l'univers du manga ? À la base, déjà c'est un peu de ma génération. Sur des 17, il y avait One Piece qui passait à l'époque, enfin tout ça, Dragon Ball sur cassette, la bonne époque. Mais du coup, en fait à la base je voulais faire du jeu vidéo. Et je suis tombé sur un manga en prenant sur internet quand j'étais plus jeune qui s'appelait Jojo Bizarre Adventure. Ça venait juste d'arriver en animé et j'ai vu ça et j'étais en mode mais c'est incroyable ce truc et tout, j'ai trop envie de regarder, j'avais tout maté, j'étais en mode c'est ça que je veux faire, c'était vraiment en mode c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me parle le plus et c'est ce que j'ai moi aussi envie de créer. Et après j'ai découvert des grands classiques de plus en plus et ça m'a de plus en plus confirmé dans ce que je voulais faire. J'imagine qu'on s'inspire forcément de ce qui est déjà fait en termes de dessin de différents types de mangas. Et toi, du coup, comment est-ce que tu t'es créé ton style et comment tu le définirais ? Le style déjà, il change continuellement. Plus la vie avance, plus les choses de la vie se passent, plus ton style s'en nourrit. Mais sinon, comme je dis, ma principale source d'inspiration à la base, c'était Jojo Bizarre Adventure, qui a un style qui est inspiré un peu de la mode, des statues grecques, etc. C'est très différent des mangas habituels, justement. C'est vraiment beaucoup travaillé, beaucoup de techniques, de textures. Donc ça a commencé à partir de là. Et au final, après, beaucoup d'accumulation. Pour créer un style, faut piocher un peu à droite à gauche. J'aime bien comment un tel fait les vêtements, j'aime bien comment un tel fait les coupes de cheveux, j'aime bien comment un tel fait les armes, etc. Et tu mélanges tout. Et après, forcément, t'as pas leur même niveau, t'as pas leur même style. Donc t'adaptes un petit peu comme tu peux. Et ça se fait au fur et à mesure. Pour faire ce métier, il faut toujours rester curieux. Et vraiment, pas se brider en mode « Ah, ça, j'aime pas trop parce que c'est pas trop mon style » ou « Ah, ça m'intéresserait pas ». Tant qu'il y a un minimum un peu d'intérêt, fonce et peut-être que tu trouveras des trucs qui peuvent t'aider. Et sinon mon style, comment je pourrais le définir ? C'est vrai que c'est compliqué comme question, c'est vraiment genre comment résumer sa vie en une phrase. Mais, En 3 mots sinon ? En 3 mots, je dirais réaliste, violent, mais aussi rêveur. Voilà, et c'est un petit peu un mélange de tout ça, quoi. Et tu disais que Jojo Bizarre Adventure, ça avait un style différent des autres mangas traditionnels. C'est quoi du coup le style d'un manga plus traditionnel ? Et le manga traditionnel, c'est vraiment la simplification, vu qu'ils n'ont pas trop le temps pour travailler. On a souvent des mentons un peu pointus, des grands yeux, pour bien montrer l'expression des personnages. Des bouches, c'est souvent quelques traits. Pour les visages, c'est vraiment quelques traits. Quelques traits qui forment un visage. Beaucoup d'aplats de noir aussi, pour les vêtements, etc., pour pas avoir à faire les plis. C'est beaucoup de simplification. Mais c'est très intelligent, c'est très très bien trouvé, parce que du coup on ressent quand même la patte de l'auteur là-dedans, mais encore ça c'est qu'une généralité. Quand on voit d'autres auteurs qui justement partent à l'opposé et font un maximum de détails, etc., je dis il n'y a pas vraiment de style conventionnel des mangas, mais il y en a plus ou moins travaillé. Et tu parlais notamment que tu t'inspirais aussi de la BD.
BD et manga, ça peut aller ensemble, ça peut être complémentaire. De toute façon, les deux sont du dessin, hein. Il y a vraiment juste l'appellation qui change et certains codes. La BD comme le manga, c'est des mecs qui font des storyboards, qui du coup font des crayonnés, puis qui encrent à la plume, la plupart du temps. Il y a juste le côté culturel qui change entre les deux et le format aussi. Mais sinon, bien sûr que oui, il faut justement pas s'inspirer que du manga. Le manga, c'est une porte d'entrée. Mais après, ça peut pas ça peut pas te donner un style à part entière. Les plus grands auteurs de manga, notamment celui que je vous disais, Jeux Bizarre Aventure, ou même, je pourrais en citer plein, s'inspirent justement d'art plus conventionnels comme la peinture, la BD, des gravures. C'est justement ça, le manga n'est qu'une manière d'exprimer, n'est qu'un genre, mais l'art en général, c'est ça surtout qui importe en fait. C'est vraiment avant d'être passionné par le manga, faut être passionné par l'art. Parce que sinon, on tourne très vite en rond et justement, on peut pas se démarquer des autres. C'est justement notre sensibilité à certains types d'art que les autres n'ont pas qui fera que notre style se démarque des autres. Tu veux te spécialiser dans l'illustration ou au contraire, tu cherches à faire et l'illustration, le scénario et également l'écriture en parallèle? J'essaye de tout faire. Enfin, ce qui me donne envie d'écrire déjà, c'est une bonne idée d'histoire. Je me dis, cette idée, ça pourrait être cool de la développer. Pour ça, il faut des personnages. Du coup, je me dis, ce personnage serait bien dans cet univers. Je le commence à le construire, etc. Je lui donne un but. Comment ça va se passer cette histoire? Quelle thématique je veux y mettre? Quand on écrit un scénario, c'est d'avoir des thématiques et c'est la manière dont on les développe. Et les personnages, c'est un petit peu nos arguments. Et c'est ça, je trouve, qui me motive à dessiner. C'est ce côté, c'est des personnages qui existent. Enfin, voilà, j'aurais donné une personnalité, j'aurais donné une histoire, j'aurais donné un design, et ils vivent des aventures, ils vivent des drames, des moments de joie, et du coup j'ai envie de dessiner ça, j'ai envie que ça arrive, et j'ai envie que ça arrive de la plus belle des manières, et du coup c'est pour ça que j'ai envie d'avoir le contrôle de tous ces aspects, pour justement avoir l'œuvre la plus personnelle possible au final. La bonne idée, elle se trouve où? Tu t'inspires de quoi? On s'inspire de tout. Enfin, généralement, c'est la meilleure. Enfin, le monde est la meilleure source d'inspiration. Par exemple, c'est surtout des anecdotes personnelles. C'est se dire, voilà, on vit des choses, on vit un moment un peu bizarre dans la vie de tous les jours. On se dit, putain, mais c'était n'importe quoi ça. Ça serait super pour mon histoire. Ou alors, oui, quand on s'inspire de ses amis, de ses proches. Par exemple, on a des amis qui ont des caractères un peu particuliers. Et du coup, on peut dire, mon personnage peut être inspiré de lui. En plus, ça nous permet de mieux le connaître, ce personnage. Et après, c'est marrant aussi quand tes amis voient que tu t'inspirais d'eux, sans que tu leur dises bien sûr, et du coup c'est assez rigolo. Ils le prennent comment? Ça dépend du personnage, mais quand c'est un méchant ils sont pas très contents. mais sinon on s'inspire vraiment de tout. Moi ce qui m'inspire le plus c'est la philosophie en général, me poser des questions sur des thèmes et me dire comment ce thème me touche, je vais essayer de trouver ma réponse. Même si elle est fausse, même si elle est pas complète, enfin essayer de donner la réponse la plus personnelle possible. Mais sinon tu peux t'inspirer vraiment de tout, même aussi t'inspires d'autres histoires. D'autres histoires où tu te dis cette histoire-là, elle était cool, mais j'aime pas la fin. Je vais faire une histoire peut-être qui ressemble, et juste je vais faire la fin comme j'aurais voulu, avec mes personnages et le développement que j'aurais voulu. Ça peut partir de n'importe quoi. Et c'est surtout, il n'y a pas de mauvaises idées en fait. C'est surtout comment tu peux te l'approprier pour la rendre bonne. C'est ça en fait qui, au stade de projet, tant que c'est qu'une idée, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est pour ça qu'il faut pas se dire peut-être que les gens ils vont pas aimer, machin et tout. Non, c'est à toi justement de prendre cette idée qui te tient à cœur et la pousser pour intéresser les gens avec du coup une partie de toi. C'est ça, il faut s'investir dans ce qu'on fait, sinon ça n'intéresse personne si nous ça nous intéresse pas déjà de base. Est-ce que c'est plus facile de faire passer des messages par les illustrations et par le manga? C'est un peu la liberté ultime. Donc je pense qu'il faut prendre cette liberté-là pour justement raconter des choses. C'est une occasion manquée, je trouve, de ne pas mettre de thème dans ces histoires. Et que le thème soit profond ou non, tant qu'il est personnel, ça va rendre l'histoire déjà plus intéressante. On va avoir vraiment envie de la suivre parce qu'on se dit, on me raconte quelque chose que je connais déjà, voilà, un personnage qui vit telles aventures. Mais suivant comment il a été raconté, surtout comment il a été dessiné, on va se dire j'ai jamais vu ça, et c'est ça qui va motiver d'autres gens à vouloir faire du manga justement, et c'est ça qui est cool avec ça. Et mis à part la philosophie qui t'inspirait et que tu aimais retranscrire dans tes mangas, il y a quel autre message que tu aimes bien mettre sur papier? Quand on fait ce métier, on est très curieux, donc on s'intéresse à plein de choses. Il y a forcément des thèmes qui reviennent, autant à l'existence, à l'être humain en général, au fondement de l'humanité.
mais j'essaie de les aborder d'un point de vue différent que celui d'un être humain. Ça crée un décalage avec ce qui fait ce qu'on est des êtres humains, et ça nous permet un peu de voir les problèmes sous un autre angle et aussi une certaine humilité. Je suis plus sur du coup les robots, les monstres, etc. Je suis pas trop avec les humains. Mais ouais, du coup ça parle beaucoup du futur, beaucoup de science-fiction, le thème du temps, le temps qui défile, quel est l'impact du temps sur le monde. On a aussi des thèmes comme les rêves. Où est-ce que ça peut nous emmener? Qu'est-ce que ça peut nous faire faire? Est-ce que tu rêves? Et de quoi tu rêves? Oh, je rêve de plein de choses. Mais c'est vrai que ouais, les rêves, ça peut aussi être une source de motivation, une source d'idées. On peut se dire, oh, ce rêve était trop bizarre. Mais généralement, comme on rêve de trucs qui nous arrivent ou qu'on a souvent en tête, eh ben, ça a fait du sens avec notre histoire. Et du coup, on peut dire, ah ouais, ça, c'est pas mal, ça, j'étais bloqué sur ce moment-là. Si je mets cette scène qui est arrivée dans mon rêve, ça. Il y a des moments où tu es plus inspiré. Ça peut être au réveil ou au contraire la nuit. Ouais, moi, je travaille surtout de nuit. Enfin, je suis vachement décalé. Je me couche souvent à 6h, 7h du matin. Parce que justement, j'aime bien être seul, tout le monde dort. Que ce soit à la maison ou mes amis, je suis seul avec mon casque. Là, je me laisse emporter. J'écris, je dessine jusqu'à pas d'heure. J'aime bien justement, pour me sentir le mieux, vraiment perdre la notion du temps. Se dire, ok, il n'y a plus de contraintes. Plus de contraintes de temps, plus de contraintes, là encore une fois, de date, des gens qui peuvent nous déranger ou quoi. Là, on est seul pour un temps donné qu'on ne connaît pas et qu'on ne veut pas connaître. C'est là où on se sent le plus libre, qu'on est le plus inspiré, je pense. Tout à l'heure, tu parlais des robots. Mmh. Les robots, c'est vrai que souvent on l'associe à l'avenir. À ton avis, il va être comment le manga dans 100 ans? Déjà, 100 ans, c'est loin. C'est loin de ouf, 100 ans. Déjà, on sait même pas comment il sera dans 20 ans, avec l'intelligence artificielle, etc., qui fait de plus en plus peur, et cette espèce de surproduction qu'il y a en ce moment dans l'édition. Surproduction de trucs pas terribles en plus. Donc ça n'aide pas. J'ai peur que ça devienne juste un produit publicitaire. Ça le devient déjà, de toute façon. Comme on avait fait des BD touche pas à mon poste, là il y a des mangas sur Griezmann qui sont abominables. Voilà, j'ai peur que ça ne devienne que ça, qu'on perde le côté artistique pour de bon, et que ce soit que un support de communication, ou alors vraiment que l'art se limite encore plus, qu'on veuille encore plus faire en sorte que les artistes finissent vite leur travail, et que du coup on utilise des techniques genre comme l'IA, comme genre du manga photo. Enfin, on sait pas vers quoi ça va se diriger, mais en fait ça c'est dans le pire des cas. Sinon il peut y avoir un tournant comme on a eu plusieurs fois dans le monde de l'art, une sorte de renouveau d'une certaine technique, etc., et que du coup ça y est, les gens se mettent à faire des trucs incroyables. Ça se trouve, devant nous, on sait pas s'il y a encore des années de ténèbres, ou alors des années de chefs-d'œuvre qui vont arriver, quoi. On n'est pas à l'abri des deux, mais moi je suis assez optimiste pour l'avenir. Donc on verra bien ce qui se passe, mais j'espère en faire partie surtout de cet avenir. Le temps, c'est quelque chose qui revient souvent dans notre discussion. Quel est ton rapport au temps? Le temps, en vrai, moi ça me fait peur un peu, parce qu'on se dit, en fait, à force d'y penser, quand on est trop conscient du temps, ça nous bloque. On se dit, ouais, une heure c'est 60 minutes, 60 minutes c'est 60 secondes, une minute. Et du coup, quand on voit le temps qui passe, on se dit, ouais, on a le temps de rien faire en fait. Et justement, je trouve que c'est en se détachant du temps, en essayant de perdre un peu cette notion du temps et de cette espèce de rythme effréné qu'on a tout le temps, de devoir aller au travail avec des horaires stricts, plus le temps justement d'exister pour nous, quoi. Par exemple, pourquoi généralement on avait beaucoup plus de génies à l'époque, genre Léonard de Vinci, Michel-Ange, etc. Même s'ils avaient des deadlines, c'était quand même assez long, mais surtout les mecs, ils sortaient, ils se mettaient dehors, et par exemple, Léonard de Vinci, dans ses carnets, notait comment voler les oiseaux. Il s'asseyait, regardait les oiseaux, prenait du temps pour lui justement à passer toute une journée à faire ça, et ça lui donnait plein d'idées au final. Il apprenait vraiment à connaître son environnement, à connaître plus l'être humain, qui il était. Le temps, je trouve, tout va de plus en plus vite. Et on se déconnecte petit à petit de notre environnement et de notre humanité aussi. On n'arrive plus du tout à raccrocher tous les wagons. Et si ça continue à aller plus vite, tout va se casser la gueule en fait. Et on va plus pouvoir exister comme on le souhaite. Et du coup, c'est dommage. Est-ce que créer un manga, pour toi, c'est un rêve? C'est un rêve qui devient un métier surtout. Donc ouais, c'est surtout c'est mon vrai objectif, c'est ça, c'est créer le manga dont je rêve justement. Ça mélange un petit peu les deux. Faire en sorte de créer l'œuvre la plus personnelle pour moi possible, qui puisse intégrer tous les thèmes qui me sont chers et pouvoir les raconter de la manière
dont je voudrais, la plus personnelle. Il n'y a que comme ça que moi personnellement je serais pleinement heureux d'avoir justement ce projet fini et me dire ouais c'est moi qui l'ai fait. C'est peu importe si les gens aiment ou aiment pas, je l'aurais fait et j'en serais très heureux, je l'espère. C'est qu'en plus, suivre son rêve, c'est vraiment la base des mangas, quoi. Il y en a, enfin, en tout cas, du manga shonen. C'est Luffy veut devenir le roi des pirates, Naruto se bat pour devenir Hokage, donc c'est ça, les mangas te forcent à suivre ton rêve. C'est peut-être de là que je tiens cette envie d'accomplir mes objectifs. Ouais, j'espère que ça continuera d'inspirer tous les plus jeunes lecteurs à continuer de rêver. Tu peux nous raconter un fun fact sur les mangas qu'on connaît pas? Moi, j'en ai un sur un mangaka en particulier. Il s'appelle Keiichi Koike. Il est vraiment pas connu du grand public, surtout chez les gens qui s'y connaissent un petit peu plus. Qu'il a fait des mangas comme Ultra Heaven ou Heaven's Door, qui sont des mangas exceptionnels. Le mec est un monstre du dessin, j'ai jamais vu ça. En plus, il faisait tout ça à la main, 70, donc c'est vraiment... Il est très très fort. Si vous connaissez pas, je vous conseille de regarder, d'essayer de les trouver. Ils sont très très rares, très très chers, mais il y a peut-être des scans sur internet. Et ben ce mec qui a fait des mangas dans les années 80-90, quoi, on l'a plus revu. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est en 2019 pour faire le storyboard d'un clip d'Orelsan. Et après, il a redisparu, on l'a plus jamais revu. Donc voilà, c'est ça quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quoi? J'avais vu le clip et à la fin, j'avais vu le nom du mec. C'est le clip Paradis pour ceux que ça intéresse. Bah du coup, voilà, c'est un mangaka pas très connu, mais très très doué, qui avait disparu et qu'on a juste revu pour son clip, et qui est reparti dans l'ombre. C'est incroyable. Ouais, c'est n'importe quoi. La France semble être vraiment peut-être le deuxième pays le plus friand de manga. Comment est-ce que tu l'expliquerais? Il y a la raison, entre guillemets, historique. À la télé, il y a eu le Club Dorothée, qui achetait du coup des mangas, des animés, au Japon pour pas cher, et qui les passait comme ça, un peu charcuté à la télé pour occuper des heures d'antenne. Et ça a vraiment plu, c'est là où on a connu... au début, c'était Goldorak, Albator, etc. Puis après, c'est devenu les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball, etc. Et en fait, ils ont trop adoré. Enfin, tout le monde a trop adoré à cette époque, même si beaucoup de gens trouvaient ça débile, violent, etc. Ça a vraiment beaucoup marché, ça a vraiment inspiré beaucoup de monde. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ça plaît autant encore. Ça vient de cet héritage-là. Mais aussi, surtout, c'est qu'en France, on a une particularité par rapport au Japon. Les mangas au Japon sont vraiment considérés comme un truc de consommation, quoi. C'est vraiment un divertissement. On lit ça et on laisse ça. Voilà, par exemple, dans les métros, les gros magazines Shonen Jump dont je vous parlais, ils les laissent, quoi. Ils les achètent, ils les lisent dans le métro, ils les laissent, quoi. Ils en ont rien à faire. C'est d'ailleurs ce que disait l'auteur de l'Attaque des Titans quand il est venu à Angoulême pour le festival de la BD. C'est qu'il était surpris à quel point les Français prenaient les mangas pour des vraies œuvres d'art à part entière, en fait. Il y a toujours eu ce lien un peu français-japonais, les deux s'inspiraient. Et du coup, je pense qu'aussi la manière dont nous on aborde les mangas qui nous fait plus apprécier les mangas que dans d'autres pays. Il y a une différence entre les mangas japonais et les mangas français? Non, d'ailleurs. C'est bien dommage, je trouve. Il n'y a pas vraiment de différence entre un manga français et un manga japonais, parce que justement, les mangaka français reprennent les codes des mangaka japonais. Donc il n'y a pas de mal, mais je trouve ça un peu dommage. Par exemple, on a des mangas, aussi bien soient-ils, qui... leur qualité n'a rien à voir là-dedans. On prend un manga qui a été fait par un français, je prends Radiant par exemple, qui est le plus connu, qui est le manga français le plus connu, qui a même une adaptation animée au Japon. On le prend, on le lit, et en fait, si on te dit pas que c'est français, tu ne le remarques pas en fait. C'est un peu dommage, je trouve. Il y a un coup à jouer à vraiment créer le manga français. Comme on a créé la BD franco-belge, qui est différente de la BD italienne, qui est différente de la BD suisse, et même de la BD japonaise. Pourquoi le manga serait privé d'être détourné suivant les pays? Et je pense que vraiment se pencher sur la création d'un manga français, c'est un peu un de mes objectifs. Et je trouve que ça pourrait donner un nouveau souffle au manga, en fait, parce qu'on est un peu dans comme je disais, une surproduction de manga, et on arrive à un point où tout se ressemble. Et créer une sorte d'alternative, déjà, ça serait aussi super pour déjà se rapprocher un peu plus de trucs qui nous parlent, parce que voilà, les mangas, c'est souvent dans des écoles japonaises, le système japonais qui est mis en place, les thèmes qui sont propres à la vie des Japonais, même si tu les fais dans ton manga, t'es pas vraiment concerné. Donc déjà, il y a beaucoup de gens qui font ça, mais surtout aussi, donc on pourrait se rapprocher de thèmes un peu plus personnels. On en a un en France qui fait ça,
qui s'appelle Renaud Lemaire pour Dreamland, qui est aussi c'est l'un des premiers mangas français considérés comme tel, qui lui passe son histoire en France, à Montpellier je crois. Et du coup voilà, c'est assez drôle d'avoir cette proximité avec les personnages qu'on n'a pas, puis surtout on a une édition très vieille, on a une des plus vieilles éditions du monde, l'édition française. Et je me dis c'est dommage de pas apporter à ce genre, à cet art, notre savoir-faire, et juste se baser sur les codes japonais en fait. Et je trouve que ce serait la plus belle manière de leur rendre hommage, c'est d'adapter ce manga qui nous a tant inspiré, à créer nous aussi un nouveau type de manga qui pourrait les inspirer ensuite. Et c'est là où on arriverait à peut-être faire bouger les choses et changer les codes qui vieillissent un peu plus chaque année, quoi. Donc on pourrait s'approprier les codes japonais, changer le manga traditionnel pour un manga peut-être plus nouveau et français. Le manga évolue quand même. C'est pas nous, en tant que Français, qui allons changer le manga. Mais c'est surtout certains codes, en fait, qui sont propres au manga, et même qui perdurent encore aujourd'hui, qui pour nous ne font pas trop sens. Par exemple, tout bête, lire les mangas de droite à gauche. C'est parce que l'écriture japonaise se lit de droite à gauche et de haut en bas. Enfin, c'est pas un code du manga, c'est genre là, c'est juste un code de l'édition japonaise. Et pourquoi nous, on en aurait besoin ? Parce qu'après, oui, on a été habitués depuis très longtemps à lire dans ce sens-là les mangas. Mais les mangas français, je pense, peuvent s'émanciper de ça. Et il y en a, du coup, qui sortent de plus en plus, qui s'émancipent de ça. Et déjà, c'est un bon début, je trouve. Et après, par exemple, les trames, etc., on n'est pas obligé d'en faire. Nous, notre papier, il peut être de meilleure qualité. On pense pas par chapitre, on pense par tome. Donc voilà, on n'écrit pas l'histoire de la même manière. Tout est différent, mais pourtant, on s'entête à faire la même chose que les Japonais. Et en plus, on pourrait rajouter de la couleur. C'est pas interdit, justement, c'est parce que c'est par les limitations de budget de l'époque que les mangas ont été en noir et blanc. Là, on pourrait mettre de la couleur, pas forcément que des pages couleurs, mais vraiment incorporer la couleur dans le manga. On aurait une plus grande liberté. L'édition française est une édition très très libre. Donc ouais, je trouve qu'on tire pas assez profit des avantages que nous offre l'édition d'ici. Et je trouve que le mimétisme un peu de la technique japonaise commence à s'essouffler. Et personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas et ça ne m'inspire pas. Est-ce que tu es plutôt dessin digital ou dessin traditionnel ? Non, mais moi, de toute façon, je ne travaille pas du tout au digital, voilà, sur un iPad ou sur un logiciel. Moi, je suis vraiment traditionnel, on appelle ça comme ça, ouais, crayon de papier, sur des feuilles, les feuilles de manga qu'on appelle des genko. On en utilise, c'est souvent ce qui est le plus pratique pour la plume. Moi, je fais tout à la main, que ce soit l'ancrage, le crayonné. Il y a juste quelques retouches que je fais sur l'ordinateur. Mais par exemple, quand on scanne, le scan est un peu dégueu, du coup, voilà, on passe un peu de blanc sur le logiciel. Aussi, certains traits sont été pareil coupés au scan. On refait les trames, quand il y en a besoin, on les fait au digital parce que ouais, ça coûte vraiment cher. Mais sinon, non, moi, je fais tout à la main. Pareil pour les couleurs aussi, à l'aquarelle ou au feutre. Les mangas animés, ils sont encore dessinés en traditionnel ou maintenant tout est digitalisé ? Au Japon, il y en a encore qui les dessinent à la main. Je vois par exemple Jojo Bizarre Adventure, justement l'animé, et encore fait à la main sur certaines scènes. Je sais pas si c'est fait partout. Il y a quand même pas mal de séries qui sont faites à la main, au moins pour l'animation en elle-même, la couleur et les effets, etc. sont faits tout par ordinateur. Mais en tout cas, les films d'animation et même les animés qui sont produits en France ou partout dans le monde, généralement sont faits à l'ordinateur. Ouais, les dessins animés, ça gagne tellement de temps, d'argent, c'est beaucoup mieux quoi, pour l'animation d'utiliser l'informatique. Et même ça rend des choses vachement plus fluides, vachement plus jolies. C'est mieux comme ça, quoi. Il y a une passerelle donc entre le dessin et le digital et... Oui, on peut faire du dessin dans l'optique de faire de l'animation. Mais c'est pas pareil du tout. Par contre, un mangaka et un animateur, c'est pas du tout pareil. On dessine pas de la même manière. Un manga, c'est plusieurs cases. Donc c'est vraiment décomposer le mouvement pour arriver à raconter quelque chose, avec seulement des petites illustrations. L'animation, c'est vraiment le dessin du mouvement, ce qu'on n'a pas du tout en manga en fait. Et là où on le suggère, là on le crée. Et du coup, c'est très très dur de sciencer. Moi, par exemple, je suis rentré dans le manga, ça va être hyper dur pour moi d'aller dans l'animation. Encore plus maintenant aujourd'hui où tout est numérique. Moi, à la main, je vais galérer quoi. Moi, justement, j'aime bien cette séparation qu'il y a aussi, parce que on n'est pas tous bons dans tous les domaines. Et savoir dans quoi on est bon, c'est cool, mais par contre, il faut jamais s'empêcher de tester. Par exemple, si l'animation ça vous plaît, et que vous faites juste du dessin, tentez, ça se trouve, vous allez bien aimer. Et si justement ce côté création de mouvement, etc., vous parle moins, au final,
Le manga, c'est pas pareil, et du coup, vous pourrez peut-être vous épanouir là-dedans. De toute façon, quand on dessine, il y a tellement de métiers autour du dessin qui peut nous apporter la satisfaction qu'on cherche. Tu as un mangaka qui t'inspire plus qu'un autre? J'en ai parlé souvent dans l'interview, mais oui, l'auteur de Jojo Bizarre Adventure, Hirohiko Ah oui. Araki, qui lui, ça fait 35 ans qu'il est sur son histoire, là il a 60 ans, il continue encore. Et surtout, il a vraiment fait bouger les choses dans le monde du manga. C'est l'un des premiers qui a pas basé son héros au Japon, dans moderne ou dans l'ère Edo. Avant, c'était souvent ça qu'on faisait. Lui, il a mis ça en Angleterre victorienne, il en avait rien à faire. Ça parle de tout, ça parle de vampires, de zombies, de trucs. Il a surtout inventé beaucoup de choses dans le monde du manga. Beaucoup de gens s'inspirent de lui aussi, notamment pour les stands. Les stands, c'est un pouvoir, une matérialisation physique de notre pensée. Et du coup, ils ont chacun des pouvoirs hyper alambiqués. Au début, c'était juste, je peux faire du feu. Maintenant, c'est genre, je peux accélérer le temps. Enfin, du coup, il y a des trucs de fous qui se sont passés. Ils ont des styles improbables. Ils s'habillent comme des mannequins Gucci. C'est un univers hyper particulier, avec une histoire toujours aussi impressionnante. On sait pas où est-ce que ça nous emmène, quoi. Et il arrive toujours à se renouveler. C'est ça, chaque partie, on change de protagoniste. Il y a toujours un fil rouge, mais on arrive à faire des choses. En fait, il a réussi à faire une histoire aussi longue, qui se redéfinit tout le temps, dans laquelle il peut parler de tout, en fait. Et c'est ça qui est cool, il a réussi à créer une œuvre dont il est libre de faire ce qu'il en veut, et il est pas bloqué par un personnage qui l'emmerde, il est pas bloqué par une thématique qui lui correspond plus. Chaque fois qu'il a parlé de ça, il change, mais ça fait toujours partie de la même saga. Donc ouais, ce serait plutôt ma grosse inspiration. C'est le point d'orgue de beaucoup de choses qu'on aime actuellement. T'as déjà été approché par des mangakas japonais? Pas des mangaka directement, mais j'ai déjà été approché par des éditeurs japonais, des magazines, notamment un du Shonen Jump qui était l'éditeur d'Eiichiro Oda, celui qui travaille sur One Piece, qui m'avait fait des retours sur un des mangas qui avait été envoyé là-bas. J'ai pu rencontrer le ministre de la culture japonaise en France, qui m'a encouragé dans mon travail. Donc ça m'a fait très plaisir, mais je souhaite pas travailler au Japon. Ça me correspond pas, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'édition française a beaucoup de choses à offrir, et j'aimerais participer au développement de cette édition, et pour créer du coup ce manga français qui me tient tant à cœur. J'aimerais qu'il voit le jour un jour, mais ça fait toujours une certaine satisfaction, et ça fait plaisir de voir que mon travail peut toucher aussi des gens qui sont pas de nationalité, qui parlent pas ma langue. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans ce métier et dans le dessin en général, c'est d'arriver à toucher n'importe qui, juste parce qu'on arrive à s'exprimer sur qui on est, quoi. Quels sont tes objectifs à court et à moyen terme? Déjà, rentrer vraiment dans la vie active, pouvoir sortir ma première histoire, pour ensuite en vivre, quoi. Vivre vraiment de mon art. Dans le long terme, ce serait vraiment arriver à faire toutes les histoires dont je rêve avant de mourir. Voilà, ce serait ça mon but, quoi. T'aurais besoin de quoi pour les réaliser? De temps et d'argent. C'est surtout ça, dans tous les projets, de toute façon, que ce soit artistique ou non, il faut du temps et de l'argent. Et aussi beaucoup d'investissement. Il faut beaucoup se cultiver, sortir un peu du manga et aller chercher des gens qui sont professionnels dans leur milieu. Par exemple, moi je parlais de l'espace, je suis jamais allé. Un peu dur d'en parler, donc je vais peut-être aller me renseigner déjà sur internet, et ensuite essayer de rencontrer des gens donc qui c'est le métier par exemple de construire des fusées, des scientifiques, etc., qui pourront m'apporter une vision bien plus précise que je veux aborder, parce que même si je veux aborder des thèmes de manière fictive, j'ai quand même envie que ce soit cohérent, quoi. Et ça se trouve, genre faire apprendre aussi des choses aux gens, c'est cool. Il faut vraiment s'investir et avoir une certaine rigueur dans ce qu'on fait, c'est sans perdre notre objectif de vue. Comment conseillerais-tu un jeune qui aimerait également se lancer dans le dessin, dans le manga? Quels seraient les conseils que tu lui donnerais? Par quoi commencer? Déjà commencer. C'est très très dur en vrai de se dire ouais, le dessin j'aime bien, mais souvent c'est un peu mal considéré, voilà, ils sont mal payés. Beaucoup de gens pensent que les mangas c'est pour les enfants, même les BD aussi. Donc ouais, déjà commencer c'est pas mal. Et après beaucoup de patience, parce que le dessin c'est long. Ça demande beaucoup d'investissement. Il faut absolument finir des choses. Par exemple, là, quand on commence un dessin, ne pas l'abandonner. Vraiment se structurer, à se dire ok, je finis, parce que ça nous permet de voir notre progression, d'ensuite se faire des bases. Ça va prendre du temps d'avoir le niveau qu'on veut, d'avoir un objectif, un but précis, et de s'y accrocher, et de rester curieux. Franchement, ça c'est le meilleur conseil que je peux donner de toute ma vie. Faut mettre de soi dans ce qu'on fait. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout en manga, quels seraient les 3 mangas que tu conseillerais? Après ça dépend des gens, parce que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le manga il y a tout.
tout est fait, des mangas d'enquête, des mangas d'horreur, des mangas de combat, des mangas de pêche, des mangas bizarres qui ont l'air de correspondre à personne. Faut quand même conseiller des trucs assez courts. Comme ça, ça nous fait un peu des tests et on n'est pas bloqué dans One Piece à genre 1 milliard d'épisodes où on sait quand que c'est fini. Moi, je dirais, si on veut commencer dans le shonen, le genre un peu plus aventure. Shonen, c'est un peu tout ce qu'on connaît, Dragon Ball, etc. sont des shonen, c'est l'histoire d'un garçon qui a un rêve et qui part à l'aventure pour le réaliser. Grossièrement, c'est ça. Moi, je conseillerais Full Metal Alchemist, en animé ou en manga. C'est super bien construit, en plus écrit par une femme. C'est pour moi mon gros coup de cœur en termes de shonen, parce que c'est très drôle aussi, très bien écrit, des thématiques fortes qui peuvent parler à tout le monde, et des personnages vraiment hauts en couleur. Je trouve que ça définit bien le manga sa globalité. Sinon aussi, commencer par la base, commencer par Akira, qui a été un peu le phénomène d'une époque. C'est un peu grâce à lui qu'on a le manga en France actuellement. C'est vraiment le manga qui a tout redéfini. Akira, c'est souvent un film, mais il y a 6 tomes. Ça, c'est un manga à la base. Et ce manga, ça a permis de montrer au monde entier que le manga, c'est pas seulement des trucs mignons, des trucs un peu enfantins, etc. Là, c'est gore, il y a des histoires d'amitié qui se déchirent, il y a une fin du monde limite. C'est hyper poignant. Je pense que quand on a lu Akira, on est prêt à tout lire, en fait. On va avoir beaucoup de codes. C'est vraiment pour moi la base de tout. Quand on est créateur de manga, je pense faut l'avoir lu au moins une fois dans sa vie. Et parce que c'est trop bien. Et en troisième, en vrai, je me dis si un petit entre-deux qui marche bien, entre du coup le truc un peu shonen, un peu plus seinen. Seinen, c'est un peu les mangas pour un public plus adulte qui parlent du coup de choses assez graves comme dans Akira. On a l'Attaque des Titans, très très bien construit, pas si long que ça, avec un scénario qui se défile d'une manière assez subtile et qui nous surprend toujours. Et franchement, c'est quand on aime un peu les trucs un peu plus matures, mais les univers quand même assez fantastiques, c'est je trouve une bonne porte d'entrée. En tout cas, je l'ai fait lire à plein de potes qui connaissaient pas les mangas et ils ont tous adoré. Donc voilà, mais de toute façon, n'hésitez pas à être curieux et à chercher vraiment, suivant les thèmes qui vous parlent le plus. Il y aura forcément un manga pour vous, ça c'est sûr. Si tu devais dîner avec 3 personnes, des personnalités, mortes ou vivantes, lesquelles choisirais-tu et pourquoi ? Il y en a beaucoup, seulement 3. Déjà, Hirohiko Araki, pour lui dire merci déjà de tout ce qu'il a pu faire et m'apporter dans ma vie. C'est un peu grâce à lui que je me suis lancé dans cette passion et que j'ai envie d'atteindre mes rêves. Sinon, je rêvais de mes potes. On dîne avec lui et puis on se met bien. On raconte des anecdotes, quoi. Ce serait peut-être avec lui, en tout cas, c'est sûr, entouré d'amis. Mais c'est des belles inspirations aussi, les amis. Et donc, de notre génération, comme source d'inspiration, qui est-ce que tu pourrais nous conseiller de ton entourage ou non et que l'on pourrait interviewer sur Swansea ? J'ai 3 amis, 3 filles qui ont un parcours assez intéressant et qui ont des projets assez cool et assez différents les uns des autres. C'est une amie à moi qui a créé sa marque qui s'appelle Wolfie. Son compte Insta, c'est Wolfie Studio, où elle propose plein de petites goodies avec ses personnages et son univers. Donc franchement, il faut lui envoyer de la force parce que c'est difficile de se démarquer de ce milieu. Et elle arrive bien à créer une image de marque. Elle arrive bien à donner une direction artistique à son projet. En deuxième, ce serait Meiyu, une grande amie à moi, et elle fait de l'animation et qui maintenant fait du streaming sur Twitch. Et elle fait de l'art, elle fait des dessins en direct. De l'animation aussi, elle continue. Son parcours est très intéressant et de voir comment elle a réussi à s'en sortir dans un milieu aussi de niche que le live artistique. Et la personne que je vous conseillerais vraiment d'interviewer, du coup, ma copine Margot Barbertegui, qui elle dessine les décors dans une boîte de jeux vidéo. Donc c'est vraiment un milieu aussi qui change de l'animation et du manga. Et elle est vraiment très très douée dans ce qu'elle fait. Ces 3-là travaillent dans le même domaine, l'art et le dessin, mais d'une manière totalement différente. Et du coup, ce serait intéressant que vous ayez leur point de vue de ces 3 filles extraordinaires. Merci beaucoup, Dragan, pour toutes tes réponses à nos questions. Merci, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas, d'y répondre. Et ça nous a fait très plaisir de t'avoir au micro. Merci beaucoup. Merci à vous encore. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast et à le partager le plus possible, à vos amis, à vos proches et à vos propres sources d'inspiration.
Retrouvez-nous également sur tous nos réseaux sociaux en tapant swansea.co et sur notre site internet du même nom. Alors, on a besoin de vous, donc à la semaine prochaine, car désormais, c'est à nous de parler.